Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entreprise en difficulté et les différentes procédures qui y sont associées. D'abord, il faut introduire les entreprises en difficulté et les procédures de traitement, notamment avec les acteurs et les champs d'application. Donc, la caractéristique commune à toutes les procédures qu'on va voir juste après, le champ d'application, donc c'est des personnes physiques avec activités commerciales, artisanales, agricoles, professionnelles, indépendantes. Bref, ça recouvre toutes les activités possibles. Le tribunal, c'est soit commerce pour les commerçants et artisans, soit judiciaire. Les procédures sont dites collectives parce qu'elles concernent tous les créanciers de l'entreprise qui perdent le droit d'agir individuellement et dont le traitement égalitaire est garanti. Et il y a une publicité qui est faite pour l'entreprise en difficulté au RCS ou au CHAL et Bodac. Les acteurs qui vont rentrer dans ces procédures, il va falloir les retenir parce qu'ils sont importants. Le juge commissaire, il va être nommé par le tribunal, il va veiller au déroulement rapide de la procédure, la protection des intérêts et surveiller l'administration de l'entreprise pendant la procédure. Il va intervenir dans 3 procédures, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Ensuite, il y a le mandataire judiciaire, il est nommé par le tribunal également et il représente les créanciers. Il intervient dans 2 procédures, la sauvegarde et le redressement judiciaire. Il y a le représentant des salariés, il est désigné par le CSE, il représente les salariés donc pour être payés, etc. On verra qu'ils sont ultra privilégiés dans l'ordre des paiements en cas de liquidation. Il intervient dans les sauvegardes, dans les redressements judiciaires et dans les liquidations judiciaires pour défendre les salariés. L'administrateur judiciaire, il est nommé par le tribunal, il est obligatoire si plus de 20 salariés ou un CA dépassant 3 millions. Il assiste le chef d'entreprise dans la gestion pendant la période d'observation et prépare le plan après avoir établi le bilan économique et social. Il intervient dans les 2 procédures, la sauvegarde et le redressement judiciaire. Le commissaire à l'exécution du plan, donc il intervient juste après l'administrateur qui l'a établi. Il est nommé par le tribunal et il veille à la bonne exécution du plan établi par l'administrateur et répartit les fonds entre créanciers. Il intervient également dans la sauvegarde et le redressement judiciaire. Et enfin, la dernière procédure, le liquidateur, il est nommé par le tribunal, exerce les droits sur le patrimoine de l'entreprise et cède les biens de l'entreprise et répartit les fonds des produits des biens entre les créanciers. Il remplace le dirigeant, concrètement, au pouvoir à la tête de l'entreprise et il intervient uniquement dans la liquidation judiciaire. La procédure d'alerte. L'objectif, c'est d'appeler l'attention des dirigeants sociaux en cas d'évolution préoccupante de la situation économique de la société sur la nécessité de prendre des mesures en vue de redresser la situation. Elle peut être soit lancée par le CAC pour les sociétés dotées d'un CAC, le CAC qui doit appeler à l'attention des dirigeants sociaux sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et qu'il aura constaté lors de l'accomplissement de sa mission. Le cas qui doit, en cas de le cas qui doit, lorsque la société est cotée, communiquer à l'AMF une copie de la lettre transmise au CA ou au directoire. Il y a un rapport à l'Assemblée qui est fait avec une convocation de l'AG et enfin un avis du président du tribunal de commerce. Pour les autres formes de sociétés commerciales, il y a une demande d'explication aux dirigeants. La réponse est obligatoire. Et il y a une transmission des explications au CSE et au président du tribunal de commerce. Il y a un rapport à l'Assemblée qui est fait et l'avis du président du tribunal de commerce également. L'alerte peut également être lancée par les associés. Pour les SA, SAS ou SCA, c'est le droit de un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social ou association d'actionnaires de poser des questions écrites 2 fois par an, surtout fait de nature à compromettre la continuité d'exploitation. Donc là, on est bien sur la procédure d'alerte. C'est tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Et ça va être transmis au président du conseil d'administration, au président du directoire, au président de la SAS ou du gérant de la SCA. En cas de SARL, les questions écrites des associés, donc non gérants, quelle que soit la fraction de leur capital social, elles sont possibles 2 fois par an également, surtout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, c'est toujours la même chose. Et la réponse du gérant doit être obligatoire dans le mois qui suit et transmise au CAC. Il peut également y avoir une alerte par le CSE. Le CSE peut enclencher une procédure d'alerte s'il a connaissance des faits de nature à affecter la manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. L'alerte peut également être lancée par le président du tribunal de commerce, avec qui va convoquer le dirigeant, encore une fois sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Ces dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce. À la suite de cette convocation, le président du tribunal de commerce soit lance une enquête, soit il peut également contraindre le dirigeant à prendre des mesures propres, à mettre un terme aux difficultés rencontrées par la société. Bon, la première chose à savoir, c'est le mandat ad hoc et la conciliation. En fait, on va se lier à ce schéma-là. Là, c'est en quelque sorte la gravité des procédures qui vont être lancées. Mandat ad hoc et conciliation sont des procédures dites confidentielles parce qu'elles ne mènent pas forcément à une publicité. Les fournisseurs peuvent ne pas être concernés. Ensuite, il y a la sauvegarde et le redressement judiciaire, sont des procédures avec gel du passif, donc impayé pour les fournisseurs. Cette fois-ci, les fournisseurs vont être avertis.
Et enfin, la liquidation judiciaire, les impayés deviennent probablement définitifs et dans ce cas-là, une fermeture de la société va suivre. Le mandat ad hoc et la conciliation. Donc, c'est des mesures de prévention des difficultés, plus procédure amiable, confidentielle, pour ne pas inquiéter les créanciers. Donc, il n'y a pas de cessation de paiement dans ces procédures-là. Le mandat ad hoc est ouvert à toutes les entreprises n'étant pas en cessation de paiement, mais rencontrant des difficultés qu'elle ne peut surmonter seule. Le débiteur, le dirigeant, est à l'origine de la saisie du juge. Il demande un mandataire ad hoc plus une convocation par le juge du dirigeant à un entretien pour y recueillir ses explications. Dans la requête, il doit exposer les points suivants que je vous laisse lire. Il doit également annexer des documentations et les documentations qui seront demandées par le juge que je vous laisse lire. À la suite de cet entretien, le juge va nommer un mandataire ad hoc qui assistera le dirigeant pour mettre en œuvre les solutions permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise. Le juge fixe sa mission et la durée. En accord avec le dirigeant, le mandataire ad hoc va élaborer un protocole d'accord à négocier avec les créanciers qu'il contactera en vue d'obtenir un rééchelonnement des dettes et une mise en place de financement adapté. À l'issue de cette procédure, soit c'est un échec, soit c'est une signature. Donc, en cas d'échec, ça signifie qu'aucune solution amiable n'a été trouvée dans un délai prescrit. Le mandat ad hoc rend compte au président du tribunal de l'échec de sa mission. Mais en cas de succès, un accord a été signé par les créanciers et les co-contractants habituels. Et la dernière étape de la procédure. La seconde procédure confidentielle, c'est la conciliation. C'est une procédure ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles, et ne se trouvant pas en état de cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Donc, comme on le retient bien, pour le mandat ad hoc, l'entreprise ne doit pas être du tout en cessation de paiement, mais pour la conciliation, elle ne doit pas être en cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Donc cela signifie que l'entreprise peut être en cessation de paiement, mais limitée à 45 jours. On va donc expliquer ce que c'est que la cessation de paiement. En fait, la cessation de paiement, pour résumer la définition, c'est celle-ci. C'est un passif exigible qui va être supérieur à notre actif disponible. Le passif exigible est constitué par l'ensemble des dettes, certaines liquides et exigibles, restant à payer. L'actif disponible, c'est un actif immédiat, réalisable, réserve de crédit à l'exclusion de l'actif immobilisé, non réalisable à court terme. Donc, la cessation de paiement, c'est l'incapacité de faire face à son passif exigible via son actif disponible. Donc, pour la conciliation, cette incapacité, elle peut exister, mais pas depuis plus de 45 jours. Pour la conciliation, encore une fois, le dirigeant va saisir le président du tribunal de commerce, avec une convocation également. Il doit également formuler une requête qui doit exposer les points suivants que je vous laisse lire, et également annexer une documentation nécessaire que je vous laisse développer vous-même. À l'issue de cet entretien, le juge va désigner le conciliateur et va fixer sa mission, sa durée et sa rémunération. Le conciliateur va, encore une fois, assister le dirigeant et pas prendre sa place pour mettre en œuvre des solutions permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise. En accord avec le dirigeant, le conciliateur élabore un protocole d'accord à négocier avec les créanciers qu'il contactera en vue d'obtenir un rééchelonnement des dettes plus un financement adapté. Donc, comme c'est indiqué dans son nom, le but c'est de concilier le dirigeant, autrement dit la société, avec les créanciers afin de potentiellement aider la société en rééchelonnant les dettes et en trouvant de nouveaux financements adaptés. La durée maximum, c'est 4 mois, renouvelable 1 mois. Qui sont les conciliateurs? En général, c'est des administrateurs judiciaires. Ils ont une obligation de confidentialité. Ils ont pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Ils peuvent présenter toute proposition de sauvegarde de l'entreprise, poursuite d'activité économique et maintien d'emploi, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants. Le déroulement de la procédure. Si la mission échoue, aucune solution amiable n'a été trouvée, le conciliateur rend compte au président du tribunal, comme on l'a vu tout à l'heure avec le mandat ad hoc. L'accord trouvé être approuvé par celui-ci afin de lui donner une force exécutoire. L'homologation de l'accord par le tribunal, par demande du débiteur et ses conditions. Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord, il mentionne garantie, privilège est constitué pour en assurer de la bonne exécution de l'accord et confère force exécutoire à l'accord. Un mandataire à l'exécution de l'accord est désigné et enfin une résolution de l'accord. En cas d'inexécution des engagements de l'accord, le tribunal peut, sur saisine d'une partie à l'accord, prononcer la résolution de celui-ci. La procédure de sauvegarde est ouverte à toutes les entreprises rencontrant des difficultés qu'elles ne peuvent surmonter seules, mais qui ne sont pas encore en cessation de paiement. Donc, contrairement à la conciliation, ces entreprises ne sont pas en cessation de paiement. L'objectif de cette procédure est donc de réorganiser l'entreprise pour revenir rapidement à une situation économique saine. Elle est à l'initiative du dirigeant également. Dans cette procédure, les pouvoirs du dirigeant vont être affectés, il ne va pas seulement être assisté. Ses pouvoirs de gestion, il peut les exercer, mais par contre, il a l'interdiction de payer les créances antérieures et postérieures non privilégiées. Et il doit demander une autorisation du juge commissaire pour les actes de disposition ne relevant pas de la gestion courante. L'administrateur, qui est l'acteur principal dans cette procédure, il va surveiller la gestion ou assister le dirigeant dans sa gestion. Les actes passés par le dirigeant seul
ne peuvent être opposés par l'administrateur. La situation des créanciers dans cette procédure. Les créanciers nés antérieurement à cette procédure, et donc nés avant le jugement. Les créanciers postérieurs non privilégiés, ils sont nés après le jugement d'ouverture, mais ils ne sont pas utiles ou à l'activité ou à la procédure. Les créanciers postérieurs privilégiés. Il existe donc 3 types de créanciers qui doivent être déclarés au mandataire judiciaire afin de déterminer les créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés. Cette déclaration permet que les créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés doivent déclarer leurs créances, sinon cette créance devient inopposable à l'entreprise par un effet de forclusion. Les droits de ces créanciers vont être affectés, ils vont être restreints pendant la période d'observation et vont donc être payés après les créanciers postérieurs privilégiés et se réalisant en apport en trésorerie. Les droits des créanciers postérieurs privilégiés vont être payés en principe à l'échéance de leurs créances, donc comme des créanciers normaux s'il n'y avait pas de procédure. Et ceux ayant réalisé un apport en trésorerie, donc les créanciers ayant soutenu l'activité pendant la période d'observation, ou pour faciliter l'exécution du plan, ils vont être payés en priorité après les salariés. À l'issue de cette procédure, un plan de sauvegarde va être élaboré après la période d'observation, un bilan économique social va être fait, le projet du plan également, la consultation des créanciers pour qu'ils acceptent ou refusent, l'adoption du plan de sauvegarde dans l'intérêt des créanciers et l'exécution par un commissaire à l'exécution du plan. Le plan peut être modifié par le tribunal. À savoir aussi qu'il existe une procédure de sauvegarde accélérée. Le redressement judiciaire. Les entreprises sont en état de cessation de paiement, donc si on se rappelle, elles sont en incapacité de faire face à leurs passifs exigibles via leur actif disponible. L'objectif du redressement judiciaire, c'est de permettre à l'entreprise de poursuivre son activité et de maintenir l'emploi et régler ses créanciers pour éviter une aggravation de la situation. Elle peut être cette fois-ci à l'initiative du dirigeant, d'un créancier, du procureur de la République ou sur décision du tribunal. La période suspecte, c'est la période entre la date de la cessation de paiement et le jugement d'ouverture. Pendant cette période, les actes passés, diminuant l'actif, peuvent être annulés par le juge, et donc il y a une nullité automatique pour certains actes, les donations ou les remises de dettes, ou facultatives. Le déroulement. Le tribunal fixe soit une gestion par le dirigeant, assisté par un administrateur judiciaire, soit une gestion par l'administrateur judiciaire représentant le dirigeant. Dans ce cas-là, il y a une perte de pouvoir du dirigeant et c'est l'administrateur judiciaire qui devient le représentant. À l'issue de ce plan, il y a un plan de redressement qui va être réalisé. Si l'entreprise ne peut pas assurer son redressement, le tribunal peut décider de la cession totale de celle-ci. Le tribunal peut écarter les dirigeants en conditionnant l'adoption du plan à leur remplacement. Il peut interdire la cession des parts sociales ou imposer une cession forcée. Il peut sanctionner le comportement fautif des dirigeants personnes physiques par une interdiction de gérer. La restriction des droits des associés, si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social et que les associés refusent de les constituer, le tribunal peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de voter à la place des opposants. Enfin, la dernière procédure, qui est la plus grave, à savoir que celle-ci va conduire à la fermeture ou au rachat de la société. L'entreprise est en cessation de paiement, mais ne peut se redresser car la poursuite est impossible ou alors qu'elle n'a pas les moyens de s'établir seule. L'objectif donc de cette procédure est de mettre fin à l'activité ou d'organiser la cessation à un repreneur ou en vendant les actifs pour régler les passifs de l'entreprise. Le déroulement, donc l'activité de l'entreprise, si elle est d'intérêt public ou d'intérêt des créanciers, le tribunal peut décider le maintien de l'activité pour 3 mois maximum. Les contrats en cours ou au jour du jugement d'ouverture ne prennent pas automatiquement fin. Le liquidateur choisit de les continuer ou de les résilier. L'exercice des droits sur le patrimoine de l'entreprise. Dès le jugement d'ouverture, le dirigeant ne peut plus passer d'acte d'administration ni d'acte de disposition sur l'ensemble du patrimoine. Il est représenté par le liquidateur qui exerce ses droits à sa place. Comment ça fonctionne? Alors la cession peut soit être isolée, soit globale. Si la cession est isolée, les biens, donc le patrimoine de l'entreprise, va être cédé séparément en plusieurs parts par le liquidateur, après autorisation du juge commissaire, ou la cession peut être globale avec un plan de cession, avec un repreneur qui décide de reprendre la société. Et donc, comme on l'a vu, le but du liquidateur, ça va être de céder l'ensemble de l'actif de la société pour essayer de régler les créanciers. Ce qui nous intéresse donc, c'est l'ordre de paiement des créanciers. On l'a vu tout à l'heure, les salariés super privilégiés, c'est ceux qui vont être payés en premier avec leur salaire. En deuxième position, c'est les créanciers bénéficiant du privilège de conciliation, s'il y a une procédure de conciliation. Les créanciers antérieurs bénéficiant d'une hypothèque sur l'immeuble vendu. Et un créancier ayant effectué un apport en trésorerie dans le cadre d'une procédure. Un créancier postérieur privilégié. Et les autres créanciers. Dans ce cas-là, c'est pour la vente d'immeubles. Pour la vente d'un bien meuble, la seule chose qui va changer, c'est la troisième, les créanciers antérieurs bénéficiant d'une hypothèque sur l'immeuble, parce que ce n'est pas un immeuble. Donc sinon, l'ordre reste le même. À l'issue de la liquidation, il y a un jugement de clôture qui est réalisé par le tribunal qui met fin à la procédure avec une extinction du passif, donc les règlements des créanciers, grâce au prix de vente des actifs. Mais comme vous en doutez, il est très probable que tous les créanciers ne puissent être payés.
Donc, une clôture pour insuffisance d'actifs, dans ce cas-là, si le prix de vente des actifs est inférieur aux créances. La conséquence de cela, c'est l'impossibilité pour les créanciers d'agir contre l'entreprise. Le tribunal peut condamner les dirigeants s'il a commis une faute de gestion ayant entraîné cette situation. Il existe également une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour les petites entreprises de maximum 5 salariés et un hors taxe de maximum 750 000 euros.